Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il sera question aujourd'hui de la FX Collection d'Arturia qui passe à sa version 5. Alors qu'est-ce que la FX Collection? Vous connaissez peut-être la V Collection d'Arturia, qui est un concentré des meilleures émulations, de reproduction, des synthétiseurs d'anthologie, concentré dans un pack à tarif réduit. Eh bien la FX Collection, c'est la même chose, mais pour les reproductions des meilleures machines d'effets également réunies dans un pack. Vous êtes probablement rendu compte qu'Arturia a passé un autre cap depuis quelques années maintenant, car il propose, en plus des émulations qu'ils savent très bien faire, des instruments et des effets de leur propre conception. Pour les instruments, on a des séries Augmented sur lesquelles j'ai fait plusieurs démos d'écoute de presets, avec également des plugins de leurs propres instruments, comme le Mini Freak et dernièrement le Mini Brut, qui existe en version plugin, c'est-à-dire en version instrument logiciel. Et bien pour les effets, viennent s'ajouter aux émulations les séries qu'on appelle EFX, Motion Refractive Fragment. Sachez que désormais, le FX Motion et Refract sont intégrés dans le bundle de la FX Collection 5, avec deux petits nouveaux dans la liste, à savoir le bus Exciter et le bus Peak. Alors, je vais vous épargner la lecture de la longue liste des plugins disponibles pour cette FX Collection, qui compte désormais 34 effets. D'ailleurs, ces plugins fonctionnent pour PC et pour Mac au format VST, Audio Unit, AX, NKS, en 64 bits uniquement. Alors le prix proposé en prix d'appel à 399 € au lieu de 499. Si vous avez déjà des produits de chez Arturia, le mieux c'est de vous connecter à votre compte Arturia et vous connaîtrez donc le prix de la mise à jour. La question à se poser, c'est à quel public est destiné ce pack d'effets. J'aurais tendance à dire à tout le monde, que vous soyez débutant ou pro. La version plugin de ce pack d'effets est très nettement moins onéreuse que du matos, du hardware, c'est-à-dire avec vos vrais appareils. Si vous êtes débutant, vous pourrez expérimenter par vous-même ou reproduire des associations d'effets, des réglages que vous avez pu observer par des pros. Et si vous êtes pro, j'ai rien à vous apprendre, puisque l'usage des plugins est surtout rapide à mettre en place pour faire vos propres tests dans vos projets, pour réaliser des effets créatifs. Enfin, vous savez mieux que moi comment les utiliser. Et justement, comment employer tous ces effets? Il n'y a pas de recette miracle, tout dépend de votre niveau de connaissance sur l'utilisation d'un compresseur, d'une reverb, d'un delay, des saturateurs ou des outils de mesure, par exemple pour mesurer vos niveaux de mixage ou pour faire un mastering avant d'exporter vos projets musicaux sur les supports de diffusion comme Spotify ou Apple Music. Vous pouvez également utiliser toute cette batterie d'effets pour transformer, sculpter vos sons, faire du sound design. Et si vous ne savez pas vraiment par où commencer, je vous conseille de consulter les tutos que j'ai pu réaliser sur ma chaîne YouTube, où j'explique le fonctionnement de chaque effet dans des contextes spécifiques. Vous allez sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite loupe, vous tapez Arturia FX Collection et vous tomberez sur toutes les vidéos qui traitent du sujet, ou vous allez simplement dans ma playlist Arturia pour accéder à toutes les vidéos sur les produits d'Arturia. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir les deux nouveaux plugins, à savoir le Bus Exciter et le Bus Peak, de regarder les principales fonctionnalités sans pour autant faire des démonstrations d'utilisation dans des contextes de mixage ou de mastering, c'est pas le sujet de cette vidéo. Ici, on va chercher à comprendre comment fonctionnent ces deux plugins. Alors commençons par le Bus Exciter 104. Alors pourquoi ce nom? Tout simplement parce qu'il correspond à une émulation du fameux Aphex Aural Exciter type C2 modèle 104. Comme à son habitude, Arturia a modélisé l'appareil jusqu'au dans ses moindres détails, jusqu'au circuit intégré, et a ajouté également des fonctionnalités pour rendre le plugin plus flexible afin d'être utilisé dans des environnements de production musicale actuels et notamment numériques. Donc cet Aural Exciter était considéré à l'époque comme la machine qui faisait des miracles. Elle permettait de donner en fait de l'air à un son qui était complètement assourdi. Il permettait de sauver des sons à la base considérés comme perdus et récupérables grâce à l'ajout d'harmoniques, de renforts de transients. C'est là où on a les pics d'énergie dans un signal audio. Et surtout, comme je le disais, d'aérer le son sans pour autant affecter le signal audio en entrée et en sortie.
Donc la section ici Big Bottom d'origine permettait donc à petite dose d'appliquer une compression parallèle pour étendre les basses sans pour autant augmenter le gain, ce qui rendait le mix meilleur, et à forte dose il permettait de restaurer des vieux enregistrements, notamment à bande magnétique usés, devenus ternes à force d'être utilisés. D'ailleurs, il y a certains artistes qui ont même abusé de cet exciter tellement il était efficace qu'ils étaient moins attentifs en fait aux conditions d'enregistrement, car ils savaient que même avec un signal d'entrée mauvais, cet exciter allait faire des miracles. Alors nous, on pourra utiliser cet exciter comme un plus dans notre production musicale pour améliorer notre mixage global sur la piste master, ou simplement pour apporter un traitement sur une piste d'instrument ou un bus auxiliaire. Voyons le panneau général et comment les paramètres sont disposés. L'interface est divisée en deux parties. La partie inférieure ressemble à l'unité matérielle originale, alors que la partie supérieure permet de visualiser le spectre avec des commandes avancées pour sculpter votre son. La section Big Bass permet de contrôler les harmoniques du bas du spectre, l'impact et la saturation. L'exciter permet de contrôler le reste des harmoniques. Output permet de contrôler le dry-wet, c'est-à-dire le rapport entre le signal audio traité ou non par l'effet. Et l'Output Equalizer permet d'égaliser la sortie du plugin en deux bandes de fréquences basse et haute. Et on a le visualiseur graphique qui permet de visualiser le signal audio en cours de lecture et d'ajuster les commandes détaillées dans la section Big Bass et Exciter. Observez qu'en passant la souris sur un paramètre, vous afficherez la valeur du paramètre, ainsi qu'une description de sa fonctionnalité en bas à gauche de la fenêtre. Rappel, comme d'habitude, on obtiendra un contrôle plus fin des valeurs en maintenant la touche CTRL et en bougeant en fait la souris sur un paramètre. Et le double-clic permettra de remettre en fait la position du curseur sur sa valeur par défaut. Voyons maintenant la section Big Bass, qui permet d'améliorer les basses fréquences avec ce qu'on appelle de la compression parallèle. On pourra doser le rapport entre le signal compressé et original. Le drive va affecter la quantité de compression qui est appliquée. Idéalement, la LED rouge doit clignoter légèrement, témoin que le Big Bass fonctionne. Sinon, il n'aura aucune action s'il reste éteint. Il dépendra également de la position de la fréquence de coupure. Donc Frequency détermine la fréquence de la coupure du filtre passe-bas. Toutes les fréquences inférieures à cette fréquence de coupure seront gérées par la section Big Bass. Mix ajuste la quantité de signal traité par l'effet qui est réinjecté dans le signal d'origine. La section Exciter permet l'ajout d'harmoniques et une amplification substantielle des hautes fréquences sans pour autant ajouter du gain. Harmonix permet de contrôler la quantité d'harmoniques ajoutées au signal en termes d'amplitude et de fréquence. Il est par défaut sur 1 et pas sur 0, donc il ajoute systématiquement du contenu harmonique. Frequency détermine la fréquence de coupure du filtre passe haut, donc toutes les fréquences situées au-dessus de cette fréquence de coupure seront contrôlées par la section Exciter. Mix, tout comme le Big Bass, ajustera la quantité de signal traité par l'effet qui est réinjecté dans le signal d'origine.
La section Output contrôle les commandes de sortie. Wetmix ajuste le traitement de l'effet au signal d'origine, c'est-à-dire du Big Bass et de l'Exciter. Observez qu'il est possible de verrouiller avec le cadenas, un lock, la position du rotatif au changement des presets. Level ajuste le niveau de sortie du plugin. La section Output EQ correspond à un EQ à 2 bandes à plus ou moins 12 dB qui se situe après le wet mix dans la chaîne du signal audio, ce qui veut dire qu'il affecte les signaux traités et non traités par le plugin, et correspondant donc respectivement aux fréquences du Big Bass et de l'Exciter. Cela permet en fait de rééquilibrer le son sans pour autant supprimer les nouvelles harmoniques. La section visualiseur permet de visualiser, comme son nom l'indique, le signal audio et d'appliquer un contrôle plus précis dans le traitement du son. Commençons avec la section Big Bass à gauche. Donc on a un on-off et un solo qui permet d'activer ou non la section Big Bass ou Exciter, ou simplement de les mettre en solo pour n'écouter que le signal du traitement parallèle de chaque section. La ligne verticale en pointillé peut être déplacée de gauche à droite et aura le même effet que si on tournait le rotatif fréquence, qui tournera d'ailleurs en même temps. La résonance, qui accentue les fréquences proches de la fréquence de coupure, peuvent être contrôlées par le logo contenant la petite courbe sur l'axe vertical. On pointera la souris sur la courbe qu'on montera pour augmenter la résonance avec une auréole un peu rouge et inversement. On peut inverser la polarité par rapport au signal sec, parallèle, en cliquant sur le cercle barré à gauche. Testez, vous constaterez probablement une augmentation de l'effet du Big Bass. Saturation permet de créer intentionnellement un son saturé, contrairement au drive, qui est destiné à optimiser l'entrée pour utiliser le processus du Big Bass. Mono permet d'accéder à un menu déroulant permettant de choisir comment ancrer les basses dans votre mixage. Sur Off, aucune fréquence n'est additionnée en mono. Sur Big Bass, le signal Big Bass est additionné en mono par sommation. Et sur All Bass, en plus de la sommation, les côtés stéréo sont filtrés, plaçant les fréquences basses au centre, à compter bien sûr que le signal audio soit stéréo, sinon il n'y aura aucun effet. Pour la section Exciter à droite, même principe de fonctionnement, avec cependant deux réglages différents, à savoir le paramètre Slop et Stéréo. Avant de rentrer dans les détails, il faut comprendre qu'il se passe en fait deux choses importantes dans l'Exciter. Le contenu des hautes fréquences du signal est mis en valeur par le filtre High Pass, et les harmoniques ajoutées par ce qu'on appelle un rectifieur. Donc un rectifieur, c'est un genre de circuit de distorsion qui prend la forme d'une onde symétrique avec des cycles positifs et négatifs et qui la rend asymétrique en supprimant toute ou une partie du positif ou du négatif.
Slope, qui veut dire pente, ajuste le comportement du rectifieur à demi-onde, c'est-à-dire à 50%, ou à pleine onde à 100%. Au-delà de 50%, on ajoutera encore plus d'harmonique, plus d'air pour clarifier les transients, sur des caisses claires par exemple, ou sur des instruments à fort impact. On restera plutôt à 50% pour les instruments plus mélodiques. Et la stéréo peut être étendue jusqu'à 200%, il n'y aura aucun effet sur une piste mono par contre. Quand on met la piste en lecture, on affichera le contenu fréquentiel qui animera les pics dansant sur les fréquences. La courbe grisée représente le signal d'entrée avant traitement. On peut mettre le beat bass et l'exciter sur off pour mieux la visualiser. La courbe colorée représente le signal traité par l'effet. Dans la section supérieure, on a le menu déroulant habituel permettant de créer, de sauvegarder, importer, exporter des presets, redimensionner le plugin ou suivre les tutoriels ou accéder au manuel. Au centre, on a accès aux presets. Et à droite, on pourra faire des comparatifs AB pour switcher entre les deux réglages. Je ne reviens pas sur cet exemple qui est identique sur la majorité des plugins d'Arturia. Alors maintenant, on va voir la section inférieure. Donc on trouvera la qualité de l'oversampling. On a deux choix possibles permettant d'équilibrer la qualité audio et les ressources du processeur. On choisira le mode studio pour travailler le mixage avec nos plugins d'instruments virtuels ou lors de la composition. Et on choisira le mode render pour travailler sur le mastering global de votre projet afin de l'exporter. Wet Only est un moyen rapide d'écouter tout le traitement du plugin sans le signal d'entrée. On notera que cette option est indépendante du rotatif Wet Mix. Le bypass permet de désactiver le plugin rapidement afin de faire un comparatif entre le signal audio traité ou non par l'effet. Et ensuite, on retrouvera les fonctions Undo, Redo et History comme d'habitude. Le CPU meter affiche la charge totale du processeur qui est utilisé par le plugin. On va prendre quelques exemples d'utilisation avec des presets prêts à l'emploi sur des typologies d'instruments.
Alors maintenant, je vous propose de découvrir le nouveau BusPic. Alors le BusPic est à la base un limiteur audio d'approche facile qu'on aura tendance à utiliser sur la piste master pour préparer votre mixage final avant l'export sur des supports de diffusion afin que le signal audio corresponde aux standards de l'industrie en matière de streaming ou de loudness pour le volume perçu. Et on pourra l'utiliser également sur des pistes individuelles de groupe pour donner du punch aux basses, pour donner de l'air aux aigus ou simplement équilibrer votre mix. Mais avant tout, il faut comprendre comment fonctionne un limiteur. Alors, en résumé, limiteur et compresseur sont étroitement liés. Les deux réduisent le volume d'un signal qui dépasse un certain niveau, qu'on appelle un seuil, ou threshold en anglais. Et la différence entre les deux, c'est par rapport à ce qui se passe après. Lorsque le compresseur baisse une partie du volume en fonction du ratio, le limiteur, lui, ne laissera aucun niveau dépasser le seuil. C'est en quelque sorte un compresseur avec un ratio très élevé, voire infini. Donc l'intérêt du limiteur dans sa fonction première, c'est de veiller à ce qu'un signal soit pas trop élevé par rapport au support de diffusion. Ensuite, le BusPic fonctionne autour de deux circuits principaux, le clipper et le limiteur. Le clipper permet de contrôler, de couper les pics des transients et donc d'éliminer ou de réduire les éléments indésirables pour laisser de la marge au limiteur afin qu'il puisse améliorer le volume global. Ensuite, le limiteur entre en action avec trois paramètres simples, que sont le seuil, le caractère et le release. En fait, en dessous de tout ça, il y a un algorithme complexe qui effectue un traitement anticipé sur le signal audio, mais nous, on va rester focus sur des choses simples pour comprendre comment tout ça fonctionne. Donc je fais un petit rappel sur la notion également de loudness, puisque c'est également un élément essentiel pour comprendre comment fonctionne le plugin et surtout comment l'utiliser. L'aspect le plus intéressant de ce plugin, c'est qu'il vous permet de surveiller et de travailler en LUFS et en dB/RMS. Alors quelle est la différence entre ces deux unités de mesure? Le RMS, pour Root Mean Square, correspond à l'énergie moyenne d'un signal audio, qui est exprimé en décibels, et le LUFS, pour Loudness Unit Full Scale, est l'unité de mesure plutôt utilisée par les ingénieurs effectuant le mastering pour les diffusions sur des plateformes de streaming telles que Spotify, Apple Music, Netflix, YouTube. C'est la norme la plus précise pour exprimer l'intensité sonore réelle d'un signal, ou plutôt la perception, c'est-à-dire le ressenti de l'oreille humaine qui reçoit cette énergie sonore. Mais rassurez-vous, le plugin propose deux lectures de ces unités de mesure. Voyons rapidement le panneau principal. Sur la gauche, on a la section Input qui va contrôler ou monitorer le signal audio d'entrée. Au milieu, on va surveiller les niveaux pour le clipper et le limiteur. Et sur la droite, on contrôlera la sortie master avec nos fameux dB et LUFS. En bas à droite, on aura accès aux préférences, les settings pour gérer la façon dont le plugin va traiter l'audio sous le capot. Et comme pour le plugin précédent, on a les mêmes contrôles sur les paramètres avec la souris et les raccourcis clavier, je ne vais pas y revenir. Voyons maintenant plus en détail les fonctionnalités. Donc la section Input, elle va contrôler le gain entrant dans le plugin. Donc le fader peut être utilisé comme un boost pour atteindre le seuil de mise en route du clipper ou du limiteur, ou inversement de le diminuer s'il est trop fort. On a un cadenas qui permet de verrouiller la position du fader quand on changera les presets. Link Tone et Link Clipper permettent de verrouiller les seuils du tone control et du clipper sur le curseur d'entrée du gain afin de préserver la relation entre les deux. Si par exemple vous verrouillez le cadenas du fader sans activer le Link Tone ou le Link Clipper, le tone control et le clipper risquent de changer quand vous changerez de preset. Prenons un exemple pour mieux comprendre ce qui se passe. Je vais sur le tone control en haut à droite pour afficher les vumètres des basses et des aigus, ou en cliquant sur la double flèche pointant vers la droite. Et quand je bouge le fader input, les seuils basses aigus et clipper ne bougent pas. Si j'active le link tone, quand je bouge le fader input, les seuils basses et treble suivront, et idem pour le clipper. Alors ouais, super, mais ça sert à quoi? Alors, premier exemple, imaginons que vous souhaitez pousser en fait le gain pour que le clipper se mette en action et garder les proportions de limitation des basses et des aigus. Et on activera le link tone en bleu et on laissera le link clipper désactivé. On fait un petit test en montant le fader input.
Deuxième exemple, situation inverse, où le son du clipper vous convient, mais pas celui du tone control, c'est-à-dire des basses et des aigus. Donc on fera l'inverse avec le link control sur off et le link clipper sur on, qui est en violet. Troisième exemple, si vous êtes content avec le clipper et le tone control et que vous souhaitez maximiser l'action du limiteur, on activera le link tone et le link clipper et on montera le gain. Ok, je vois que je commence à vous perdre avec ce fameux tone control. Donc en fait, le tone control correspond à des limiteurs indépendants pour les graves et les aigus, qui sont positionnés juste après le gain d'entrée et juste avant le traitement du clipper et du limiteur. C'est plus qu'un EQ, en fait, c'est un limiteur qui réduit le gain au-dessus et en dessous des fréquences que l'on peut définir juste en cliquant sur l'option fréquence qui va vous permettre de basculer du mode gain vers fréquence et ainsi d'ajuster les fréquences de votre choix pour les basses et les aigus. Le fader basse vous permettra d'épaissir vos basses, tandis que le treble vous permettra d'atténuer les transitoires des aigus peut-être trop présents, par exemple sur vos hi-hats ou vos charlets, ou également d'aérer votre son. Pour activer le tone control, il suffit de mettre basse et treble sur on, qui passeront donc en bleu ou en orange, suivant la couleur du thème que vous avez choisi. Donc astuce, si vous voulez changer de thème, on ira cliquer en fait sur les trois traits en haut à gauche, et vous sélectionnez donc thème et classique dark pour choisir le fond gris-noir ou light pour choisir le fond beige. Alors perso, je préfère le fond beige qui donne un petit côté vintage au plugin, mais je vais garder le thème plus foncé pour la vidéo pour que ce soit un peu moins flashy pour vous. On revient sur notre tone control, donc quand la fenêtre est repliée, on saura qu'il est actif grâce aux deux tirets bleus situés au-dessus et en dessous de la double flèche, qui passeront au rouge, plus la réduction sera importante. Les grands sliders définissent les seuils des niveaux au-dessus desquels les signaux graves et aigus devront être réduits. En haut de cette section, observez les deux casques de monitoring pour la basse et les aigus, qu'on appelle les moniteurs delta. Quand on appuie dessus, on pourra écouter le delta, c'est-à-dire ce que le tone control supprime ou ce qu'il applique comme traitement. Pour que ça fonctionne, il faudra bien évidemment que les seuils soient en dessous du signal audio entrant. On fait un petit test. Si je suis au-dessus du signal, on n'entendra rien. Et si je descends dans la zone où j'ai du signal, on entendra ce qui sera réduit, tout simplement. Avec un affichage de la valeur de gain maximale réduite exprimée en dB qui est calculée sur une période d'1 seconde. Dans la section inférieure, on pourra activer ou désactiver les bandes comme on l'a vu précédemment. Dessous, on pourra ajuster le gain de la bande d'EQ pour les basses et les aigus. Et solo permet d'écouter simplement les bandes en solo. La bascule en mode fréquence permet de définir la zone de fréquence en plateau qui sera impactée par la limitation, en dessous de la fréquence fixée des basses et au-dessus de la fréquence fixée des aigus. Observez d'ailleurs que lorsqu'on ajuste ces fréquences, au passage de la souris, une bande graphique horizontale apparaîtra affichant un rectangle bleu indiquant la zone qui sera impactée par la réduction de gain. Lorsqu'on fait lecture, on aura des témoins de l'activité audio sur chaque bande. Sur la partie supérieure, on aura un témoin bleu de réduction de gain.
Les bandes montantes à partir du bas indiquent le niveau du signal en dB et RMS. La zone plus claire de ces bandes représente les pics du signal. On conseille d'éviter de mettre le seuil trop bas dans la zone RMS afin qu'il n'y ait pas trop de limitations, sauf si c'est à des fins créatives. Au final, retenez que le tone control est un genre d'EQ dynamique sur lequel on pourra contrôler l'énergie des basses et des aigus. Maintenant, on va voir le clipper, la section clipper et limiteur. Donc les fonctions centrales du bus PIC sont le clipper et le limiteur, qui peuvent fonctionner ensemble ou séparément. Comme je l'indiquais dans l'introduction, quand ils travaillent ensemble, le clipper contrôlera ce que vous ne souhaitez pas, comme les transitoires disgracieux, et le limiteur sera là pour améliorer votre son. Concernant le clipper, le contrôle principal du clipper, c'est le seuil, c'est-à-dire le fader du milieu, qui, plus il sera bas, plus il rasera les pics. Quand le clipper est allumé, avec le bouton on-off, on observera que le bouton du seuil, ainsi qu'une ligne horizontale violette, ou rouge, suivant la couleur de votre thème, s'allumera. En dessous, nous avons deux autres paramètres. Le paramètre nid, qui veut dire genou, le nid d'un compresseur ou d'un limiteur détermine comment le processeur doit se comporter quand le seuil est atteint. Donc à la différence de l'attaque, qui détermine le temps nécessaire au processeur pour se mettre en route une fois le seuil franchi, et c'est après ce processus que le nid prendra le relais pour atteindre le ratio maximum. Graduellement, si le nid est doux, en soft nid ou instantané, on parlera de hard nid, ou simplement entre les deux positions. Ici, nous avons affaire à un clipper, donc le ratio est donc extrême par définition, et l'amplitude du nid s'exprimera de 0 dB à l'infini. On peut activer le A pour choisir un nid automatique qui correspond à 2 fois le niveau de gain d'entrée et qui, dans le principe, pourra apporter une douce saturation. Le paramètre caractère du clipper va contrôler ce qu'on appelle communément le look ahead et le release, le relâchement du clipper. Alors le look ahead, qui veut dire regarder en avant, permet au plugin d'analyser un peu en avance le signal audio entrant afin de préparer son action, surtout sur les transients, là où on a le plus d'énergie et donc là où on a de l'écrêtage. Donc en position élevée, en triangle, on obtiendra des écrêtages brillants et inversement, en position basse, plutôt arrondie, on obtiendra un son plus chaud. Avec un nid élevé et un caractère faible, on aura tendance à avoir une coloration dans la limitation, et extrême avec un nid à l'infini et un caractère à 0. On fait le test. Maintenant, on va voir le limiteur. Le contrôle principal de ce limiteur est tout comme pour le clipper, le seuil, c'est-à-dire le fader du milieu. Quand le limiteur est allumé avec le bouton on-off, on observera que le bouton du seuil ainsi qu'une ligne horizontale verte s'allumera. On a également deux paramètres pour contrôler le limiteur. Pour le clipper, nous avons le paramètre donc caractère. Dans l'introduction, nous avons vu que ce plugin utilise un algorithme complexe permettant d'anticiper les pics du signal. Ce caractère se décline en 3 niveaux. À 0%, donc c'est-à-dire en forme arrondie, on n'aura pas d'anticipation, c'est-à-dire on n'aura pas de look ahead ni de release. C'est le comportement du limiteur classique, c'est-à-dire de premier niveau. À 50%, le look ahead et le release deviennent dynamiques. Et à 100%, les deux niveaux sont actifs, c'est-à-dire que le temps d'attaque du premier niveau augmente, permettant au transitoire d'être capté par un second niveau plus rapidement.
Alors le paramètre release détermine le temps maximum exprimé en millisecondes nécessaire à l'algorithme de limitation pour s'arrêter, une fois que le son est retombé sous le plafond. Vous avez peut-être déjà entendu parler du terme scaling. Mais ça va jouer sur quoi? Donc sur de faibles valeurs, on obtiendra un son plus fort, mais qui peut entraîner un petit peu de distorsion, et sur des valeurs élevées, on obtiendra un son plus propre, moins coloré, mais avec de possibles effets de pompage. Entre le clipper et le limiteur, on peut observer un TP qu'on peut activer en cliquant dessus. Cela activera le true peak. Alors, c'est pas les true peaks dans les îles. Elle est nulle ma blague, coupée. Donc, si le limiteur est activé, le true peak activera un troisième niveau de limitation, censé capter les pics les plus forts du signal audio. Et si le limiteur est désactivé, alors que le clipper est activé, le true peak s'appliquera au clipper. C'est probablement pour cette raison qu'il est positionné entre le clipper et le limiteur. Alors oui, mais encore une fois, c'est quoi le true peak? Donc c'est un procédé assez récent qui consiste à analyser les écarts entre les échantillons lors de la conversion analogique numérique, plus ou moins importante en fonction de la fréquence d'échantillonnage que vous utilisez, et qui interpole ou reconstruit en fait un niveau de crête d'une hypothétique forme d'onde analogique qui est coupée au-dessus du 0 dB numérique. Alors l'idée, c'est d'éviter de créer de la distorsion lorsqu'on passe du numérique en analogique. Alors, la partie de courbe qui est interpolée au-dessus du 0 dB entre les échantillons est appelée intersample peak, ou dans le jargon ISP. Alors, en gros, comprenez que si cette forme d'onde n'est pas recalculée ou interpolée avec le true peak, lors de la conversion numérique analogique, les crêtes de la forme d'onde resteraient coupées, ce qui ajouterait de la distorsion. Bon, c'est pas forcément facile à expliquer, mais retenez que lorsque le true peak est activé, cela générera en fait moins de distorsion, mais aussi moins de punch dans votre son. Au-dessus, nous avons également l'écoute delta pour le clipper et le limiteur, qui, je le rappelle, permet d'écouter ce que le clipper ou le limiteur supprime, c'est-à-dire d'écouter son action, avec à côté un affichage de la réduction de gain qui est appliquée, qui est exprimée en dB. Au niveau du visualiseur, on a plusieurs couleurs, des courbes, beaucoup de choses qui défilent, et je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Donc on fait lecture pour faire venir le signal audio dans le plugin, et une fois qu'il est rempli, je vais désactiver mon plugin dans Ableton Live pour le figer, pour faire un genre de capture graphique, puis j'arrête la lecture. J'enlève le bypass, comme ça on aura les couleurs pour mieux analyser. Donc observons donc dans la partie du bas, qui est grisée, elle correspond à la partie du signal non traité par le clipper et le limiteur. La partie du signal en vert correspond à ce qui est réduit par le limiteur. La partie du signal violette correspond à ce qui est supprimé par le clipper. Et la partie haute, la courbe violette, correspond au gain supprimé par le clipper. Et la courbe verte correspond au gain supprimé par le limiteur. En haut à gauche, on a une petite loupe avec un plus qui permet de zoomer l'échelle de réduction de gain par un incrément de 3 dB pour des réglages un peu plus précis. Alors maintenant, on va voir la section Master. Dans cette section, située à droite du plugin, est principalement destinée à la mesure des dB et du LUFS, et qui comprend en fait des commandes permettant d'affiner la réponse de ces mesures. En bas de la barre, on trouvera deux indicateurs, un dB meter et un LUFS meter. Pour le dB meter, on choisira deux options pour l'indicateur en fait de dB en glissant la souris vers le haut ou vers le bas. Et ainsi sélectionner TP pour appliquer la norme de notre fameux true peak avec des valeurs d'interpolation entre les échantillons audio, ou choisir le classique FS pour le full scale, pour donc pleine échelle. Pour le LUFS, on aura trois choix qui sont le M, ST et INT. Le M pour momentané, ça veut dire que le compteur LUFS prend des instantanés du son, donc les barres de visualisation vont se déplacer plus rapidement en fonction de la synchronisation de votre musique.
L'EST pour short term, court terme, le compteur à l'UFS affichera un niveau moyen sur 3 secondes. Et INT pour Integrated ou intégré, le compteur fait une moyenne en fait intégrée au fil du temps. C'est le paramètre en fait le plus utile pour cibler le niveau sonore. En haut, on a donc le master delta avec le casque qui permet d'écouter la somme totale de tout ce qui est appliqué par le bus PIC. Cela ne tiendra pas compte du niveau d'entrée, mais par contre, il tiendra compte de tout ce qui est ajouté ou supprimé dans les bandes basses et le treble. On a un indicateur à gauche qui indique le temps, en temps réel, en fait, la réduction de gain qui est appliquée pour les deux modules, clipper et limiteur. Et l'indicateur cible LUFS, appelé Target LUFS, permet de choisir le standard LUFS sur lequel vous devez travailler afin d'optimiser vos réglages et vos volumes suivant les médias de diffusion que vous aurez choisis et ainsi préparer au mieux l'export de votre projet. On pourra afficher un menu déroulant pour choisir différentes normes de diffusion, CD pour les compact disques à 9-9 dB LUFS, pour le streaming, c'est-à-dire pour Spotify, YouTube, SoundCloud, etc., on est à -14 dB LUFS. Après, on a l'EBU R128 pour la norme télé européenne à -23 dB LUFS. Et on a le ATSC et TRB32, qui sont deux normes de diffusion TV américaine et japonaise à -24 dB LUFS. Et enfin, on a un custom qui permettra de définir votre propre réglage LUFS manuellement. Observez qu'en sélectionnant ces différentes normes en termes de dB, une jauge, en fait, un trait apparaîtra sur le vue-mètre indiquant le niveau requis à atteindre pour atteindre votre objectif en quelque sorte. En dessous, nous avons une petite fleur avec un engrenage qui permet d'accéder aux paramètres du moteur de calcul du plugin, appelé Engine Settings. Les deux premiers paramètres DC Filter et Stereo Link changeront en fonction des presets que vous sélectionnez, et le deesser sera lui indépendant des presets. Donc le DC Filter peut être activé afin de placer un filtre dans l'entrée du signal audio et ainsi de supprimer ce qu'on appelle le DC Offset, c'est-à-dire des décalages de la forme d'onde de base au niveau du point zéro. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais retenez que ça permet d'éviter des comportements sonores indésirables. Et le Stereo Link définit de quelle façon le plugin va lier les deux canaux. C'est-à-dire à 100%, on est en dual mono, c'est-à-dire que chaque canal est traité de façon indépendante. À -50%, il n'y aura que le limiteur bass tone qui sera linké, qui sera lié. À 0%, c'est-à-dire en mode automatique, le premier niveau du limiteur est en automatique et le bass tone, lui, reste lié. À plus 50%, le premier niveau du limiteur et le bass tone sont linkés, ils seront liés. Par contre, le second niveau du limiteur ainsi que le treble tone control et le clipper ne seront pas liés. Et à 100%, tous les modules seront liés, sauf le clipper. Retenez que, en gros, sur des valeurs intermédiaires ou négatives, le plugin prendra des décisions un peu biaisées vers un dual mono, alors que sur des valeurs positives, on sera en traitement stéréo. Le deesser consiste à ajouter une petite quantité de bruit au signal numérique, inaudible pour l'auditeur, afin de corriger des erreurs de quantification. C'est ce qui va contribuer à rendre votre son plus naturel. C'est un outil utilisé par les ingénieurs du son lors du mixage ou du mastering final pour déterminer la profondeur de bits ou de la fréquence d'échantillonnage. On a 3 réglages sur off, donc désactivé, TPDF 24 bits pour exporter un fichier en 24 bits, et TPDF 16 bits pour un export en 16 bits. Alors un TPDF veut dire Triangular Probability Density Function, qui permet donc d'éviter des artefacts dans le son. Dans la section supérieure, on a le menu déroulant habituel pour créer, sauvegarder, importer, exporter des presets, redimensionner le plugin ou suivre les tutoriels et accéder au manuel. Au centre, on a accès aux presets et à droite, on pourra faire des comparatifs AB pour switcher entre deux réglages. Encore une fois, je ne reviens pas sur cet exemple qui est identique sur la majorité des plugins d'Arturia.
Dans la section inférieure, on retrouve la qualité de l'oversampling, tout comme pour le plugin Exciter, il permet d'équilibrer la qualité audio et les ressources processeurs. En mode tracking, c'est le mode à faible latence, donc plus économe en CPU, c'est-à-dire en ressources processeurs. En mode exciting, c'est le mode d'une qualité supérieure, adapté au mixage. En mode mastering, correspond à un mode d'un niveau encore supérieur au niveau de la qualité, plus adapté au mastering et donc plus gourmand en ressources CPU. Et le mode render, c'est le plus gourmand en CPU, mais de meilleure qualité que le précédent, qui sera plus adapté au rendu final pour l'export de votre projet. Equal Loudness est une fonction qui permet de comparer les signaux originaux et traités par l'effet sans augmenter le signal global. Il est à utiliser notamment conjointement avec le bypass. Donc le bypass, justement, il permet, lui, de désactiver ou d'activer le plugin. Ensuite, on a des possibilités de undo, redo pour revenir au réglage précédent ou suivant et d'accéder à l'historique de vos manipulations et ainsi de revenir à des réglages antérieurs. Et pour finir, nous avons la jauge de consommation du processeur CPU. En cliquant dessus, on active le bouton panique qui permet de couper le son via le plugin. Dans le jargon, ça envoie une commande de All Sound Off qui coupe en fait tous les sons si toutefois il était frisé, c'est-à-dire s'il était figé ou bloqué dans une boucle interminable. Je vous propose de faire quelques petits tests de presets, histoire de voir comment il réagit. Alors en conclusion, c'est sûr que ce pack n'est pas donné, mais c'est comme tout, quand on veut de la qualité, on met le prix. Pour celles et ceux qui ont la version précédente de ce pack, la mise à jour vers la version 5 me semble,
un peu cher par rapport au nouveau contenu, hein. C'est vrai que ces deux nouveaux plugins sont intéressants. Perso, j'ai une petite préférence pour le Buspeak, mais pour le prix de l'update, hein, j'aurais aimé davantage de plugins. Si vous êtes attaché aux sonorités des vieilles machines analogiques, c'est sûr que ce sera une évidence d'acheter ce pack. Et la force d'Arturia, c'est aussi de proposer des fonctionnalités avancées, hein, qu'on ne trouve pas sur ces machines d'origine, et qui sont tout à fait adaptées aux attentes des musiques actuelles. Vous avez à disposition des tutos intégrés dans les plugins pour vous donner des exemples d'utilisation. Les presets sont très explicites, hein, adaptés à telle ou telle utilisation, et ce que je retiens au final, c'est la qualité audio. Dieu sait que j'en ai utilisé des plugins, c'est pas les tutos qui manquent sur ma chaîne. Là, on est dans un niveau de qualité sonore supérieur. Alors, je serais curieux de connaître votre avis. Hein, le pack est sorti depuis quelques semaines. Est-ce que vous avez expérimenté ces nouveaux outils et ce que vous en pensez? Sur ce, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser des messages dans la description de la vidéo si besoin. Abonnez-vous si vous souhaitez être avisé des prochaines vidéos que je mets en ligne. Un petit like, c'est toujours sympa pour le référencement, seulement si vous avez aimé, bien évidemment. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!